Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le recteur, Monsieur le président de la région, Monsieur le président du département, Monsieur le président de l'agglomération, Monsieur le maire, Monsieur le président de notre conseil scientifique, Mesdames et Messieurs les professeurs d'histoire, Mesdames et Messieurs, chers amis. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces 26e rendez-vous de l'histoire, je vous souhaite la bienvenue. Avant toute chose, et puisque nous venons de lancer, grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire et du ministère de la Culture, notre programme de podcast nous permettant d'entendre à nouveau toutes les grandes voix qui se sont succédées à Blois, je voudrais vous faire écouter les toutes premières phrases du discours de Simone Veil, prononcé ici même le 10 octobre 2004, alors qu'elle présidait l'édition consacrée aux femmes dans l'histoire. Je ne suis pas historienne, et pourtant pour moi l'histoire est la matrice de la vie politique. On ne peut appréhender la société dans laquelle nous vivons, prendre des décisions de caractère politique qui s'imposent, sans référence à l'histoire. Pour ma part, je regrette que l'histoire ne soit pas plus présente dans l'éducation scolaire, ou en tout cas que son enseignement ne laisse pas plus de traces. En maintes occasions, l'histoire est bonne conseillère, si l'on sait en tirer les leçons. Tout est dit par cette très grande dame. Il n'est pas inutile en effet de rappeler qu'on ne peut appréhender la société et le monde dans lesquels nous vivons sans connaissance de l'histoire. C'est une noble cause que nous nous efforçons de servir au rendez-vous de l'histoire depuis plus d'un quart de siècle maintenant. Le rôle des professeurs d'histoire est par conséquent absolument fondamental pour la bonne marche de notre société. La formation de ces professeurs est là aussi par voie de conséquence tout aussi essentielle. La formation initiale dans les universités et les INSPE bien entendu, mais aussi la formation continue tout au long de la vie professionnelle. C'est pourquoi je vous remercie, Monsieur le recteur, bien sincèrement et chaleureusement, d'avoir cette année encore permis aux professeurs, dans le cadre des dispositifs de formation continue, de venir assister au rendez-vous de l'histoire. Merci, Monsieur le recteur, de nous aider à préserver à l'avenir ce bien commun et tout ce que nous avons construit ensemble depuis 26 ans. Mais au-delà de nos chers professeurs, c'est au public le plus large que s'adressent les rendez-vous de l'histoire, afin qu'à l'heure des vérités alternatives qui polluent la toile, que chacun puisse au mieux appréhender la société dans laquelle nous vivons, pour reprendre les propos de Simone Veil. C'est le rôle civique et citoyen de nos rendez-vous de l'histoire. Ce formidable outil, gratuitement mis à la disposition de toutes et tous, n'existerait pas sans le soutien indéfectible de nos partenaires, et je les en remercie bien vivement. La ville de Blois, notre premier soutien, la région Centre-Val de Loire, le département de Loir-et-Cher, l'agglomération de Blois, l'État, avec en particulier le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et les différentes agences qui en dépendent, DRAC, CNL, CNC notamment. Parmi les ministères, un grand absent cependant. Rassurez-vous, cher Marc, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture et je n'avancerai pas l'argument des nourritures de l'esprit pour vous demander une subvention. Non, il s'agit du ministère de la Recherche qui, pour la première fois cette année depuis 26 ans, a décidé de supprimer les très maigres crédits qu'il nous allouait dans le cadre de la Semaine de la Science. Même s'il s'agit davantage, à mon sens, d'un aléa administratif que d'une décision réfléchie, c'est fort dommage, ne serait-ce qu'en regard de la portée symbolique de cette absence. La communauté des historiennes et des historiens a été consternée par cette nouvelle. Il est indéniable que nos rendez-vous sont un lieu unique de mise en valeur de l'excellence de la recherche française en histoire, un lieu unique pour la transmission de cette recherche la plus actuelle, tant auprès des professeurs du secondaire et du primaire que du grand public. Nous espérons, Monsieur le ministre, que nous pourrons bénéficier de votre appui et que vous pourrez dire un mot à Madame Retailleau en notre faveur afin d'engager un véritable partenariat avec son ministère, partenariat qui nous a toujours fait défaut. Et j'espère, Monsieur le Préfet et Monsieur le Recteur,
que nous pourrons compter sur votre soutien dans cette importante entreprise. Je remercie également tous nos partenaires privés, dont le soutien est plus que jamais indispensable. Parmi eux, je tiens à saluer les représentants de la Maïf, de la MGEN et de la CASDEN, qui remettront ce soir, juste avant la conférence inaugurale d'Agnès Vievorka, notre prix de l'initiative laïque, dont ce sera la 19e édition. Créé en 2005 pour l'anniversaire de la loi de 1905, ce prix récompensera cette année un projet pédagogique mené par un enseignant intervenant dans le quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt. Le projet a consisté en la création par les détenus d'un parcours pédagogique sur la laïcité destiné à des élèves de primaire. Constitué d'affiches, d'une chasse au trésor et de divers autres outils pédagogiques, le dispositif ainsi créé a été utilisé en classe par des enseignants du primaire. Le prix de l'initiative laïque 2023 sera remis à M. Jérôme Bouchin, enseignant détaché auprès du ministère de la Justice. C'est un magnifique travail sur lequel je souhaitais vraiment attirer votre attention. Au-delà des partenaires particulièrement attachés à ce prix, c'est tous nos autres partenaires privés que je salue et que je remercie. Merci aussi à tous les bénévoles et à toutes celles et ceux qui participent et qui font de nos rendez-vous de l'histoire ce qu'ils sont. Bon festival à toutes et tous. Monsieur le ministre, cher Marc, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, monsieur le recteur d'académie et notre directrice académique du département de Loir-et-Cher, monsieur le président de notre belle région, cher François, monsieur le président de notre conseil départemental, cher Philippe, monsieur le président de notre agglomération, cher Christophe, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les membres du comité scientifique, cher président Jean-Noël Jeanneney, mesdames et messieurs, bienvenue à Blois. Bienvenue à cette 26e édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. C'est traditionnellement d'ailleurs à ce stade que je saisis l'occasion de saluer le Centre européen de promotion de l'histoire et son président, Éric Allary, mais aussi le directeur du festival, cher Francis Chevrier, et à travers vous, l'ensemble des salariés de l'association, mais aussi les bénévoles et les équipes techniques de la ville qui font de ce moment un succès chaque année renouvelé. C'est aussi l'occasion de remercier les partenaires, les financeurs, comme l'a fait Francis Chevrier, financeurs de ce plus grand festival d'histoire de France. Je salue aussi toutes les enseignantes et tous les enseignants, les chercheurs, les étudiants, les amateurs et les curieux d'histoire, de leur participation à ce moment essentiel à la culture de notre ville. Cette année, le conseil scientifique, placé sous la houlette de Jean-Noël Jeanneney, que je salue avec respect et amitié, propose un thème qui atteint l'universalité. Oui, en effet, qui ne se sentirait pas concerné par la question des vivants et des morts? Le comité scientifique fut-il inspiré par le roman de Gérard Mordillat, Les vivants et les morts, où, dans ce monde, la raison financière l'emporte, qui doit mourir, qui doit vivre? La mort est la perspective partagée par tous dès notre naissance. Elle fait fi des origines, des classes, des croyances ou des religions. Elle est consubstantielle à la vie et les vivants que nous sommes sont des morts en sursis. Le dire à voix haute donne à chaque fois une dimension vertigineuse à cette évidence que, heureusement, à part quelques stoïciens intégristes, nous évitons de trop souvent nous rappeler, sauf à vouloir vivre dans un état aigu de dépression chronique. Du vivant et du mort, l'examen intime de ce couple indéfectible, celui du soi pour soi, semble le plus naturel. Comment je remplis ma vie avant d'envisager ma mort? Cette mort qui est à la fois garantie mais aussi imprévisible. Quand la grande faucheuse passera-t-elle par moi? Prendre soin de soi est pour certains une façon de la tenir à distance, mais un accident, une maladie ou tout autre imprévu
est si vite arrivée. Ainsi, cette mort, qui en vérité ne nous prend pas en traite, puisqu'instinctivement nous savons qu'elle croisera notre route, ne prend pas la peine de nous dire quelle est la durée de notre contrat de vie. Ainsi, les vivants doivent-ils vivre avec la mort? Dès lors, c'est à l'intime profond, mais aussi aux organisations sociétales que nos vies font appel. La redoute-t-on? L'attend-on avec sérénité et parfois impatience, comme un sas vers un au-delà, une autre forme de vie? Philosophie, croyance, religion et espérance s'entremêlent alors et parfois s'entrechoquent. Égaux devant l'état de mort, nous ne sommes pas égaux dans la gestion de son coût. Les funérailles restent pour certains un dernier coup du sort quand on n'a pas les moyens de préparer le prix de sa mort. Inégaux aussi dans l'accompagnement des familles en fonction de ses croyances ou de sa communauté, le chemin du deuil est lui aussi fait de nombreuses différences. Face à la mort, les sciences sont aussi très vite sollicitées. Comment retarder cette fin annoncée? Les progrès des médecines, mais aussi les avancées des sciences génétiques, notamment ont ce but inscrit dans leur fondement. Et avant la mort, il y a le vieillissement. Là aussi, nous sommes inégaux. Quelle espérance de vie? Quelle fin de vie? Autonome, dépendant, entouré, isolé? Quelle mort? Seul ou accompagné? Mort subite, mort lente, déchéance? À quel âge? Repoussée au fil des siècles, la mort frappe en général plus tardivement, mais elle frappe toujours. Et pourtant, toujours et encore, ce combat perdu d'avance, nous le menons pour seulement retarder l'échéance ou l'atteindre en souffrant le moins possible. Ce seul aspect intime du sujet pourrait à lui seul combler des heures et des heures d'échanges et de controverses. Il est tout aussi possible d'examiner de plus haut cette question. Les vivants du moment, leurs pratiques, leur mode de vie et leurs choix ne préparent-ils pas les morts de demain pour de mauvaises raisons? Le réchauffement climatique, la disparition des espèces animales et végétales, la montée des eaux et la faible ressource qu'est l'eau potable, les déplacements de population et la transformation des cadres de vie sont autant de sujets qui font et feront des morts aujourd'hui et demain. Comment répéter, voire accentuer des choix actuels quand à la fin, il s'agit bien d'une question de vie ou de mort? Les vivants et les morts, c'est aussi le caractère unique de l'espèce humaine d'organiser et vouloir la mort de ses semblables. Guerre, génocide, massacre, l'homme a aussi instrumentalisé la mort comme source de pouvoir ou comme chemin de développement. Mesdames et messieurs, l'étendue des champs de réflexion est si vaste que les organisateurs ont concocté un programme d'une densité magistrale de rencontres. Avant de vous souhaiter un bon festival, je veux profiter de cette occasion pour évoquer la question des vivants, et particulièrement de celles et ceux, vivants, qu'aujourd'hui on laisse dormir à la rue. Des femmes, des hommes qu'on qualifie de marginaux, des familles et des enfants déboutés du droit d'asile, empêchés de travailler et donc de s'intégrer, mais qu'on laisse sans solution, sans avenir. Quelle étrange façon de respecter le vivant, quand en ce moment même, Ryan, Alfred, Marina, Erline, Erjon ou encore Jaina dorment dehors, ici à Blois, mais continuent de fréquenter nos écoles, suscitant chez les enseignants, les parents d'élèves, des élans de solidarité, mais aussi un flot continu d'incompréhension devant des réponses administratives froides et inhumaines. Les vivants et les morts, ce thème qui parle de notre essence, ne saurait éluder la question de ces vivants-là, auxquels je pense avec émotion ce matin. Bon festival à toutes et tous. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, cher Marc, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la membre du Conseil constitutionnel, chère Jacqueline, Monsieur le Président de la région Centre-Val de Loire, cher François, Monsieur le Président d'Aglopolis, cher Christophe, Monsieur le maire de Blois, cher Marc, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le recteur d'académie, Monsieur le Président du Conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeanneney, Monsieur le directeur des rendez-vous de l'histoire, cher Francis, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis.
Il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Finalement, c'est donc cette citation d'Aristote qui nous amène directement à faire la transition entre les rendez-vous 2022 et cette année. La vie, la mort, puis la mer, comme une continuité de 3 immensités qui nous plongent individuellement et profondément dans l'intime humain. Monsieur le Président, cher Jean-Noël, avec le choix de ce thème et au-delà de la représentation philosophique, métaphysique, intellectuelle, théologique, voire mystique, vous interpellez les vivants et convoquez les morts. J'y vois spontanément un lien fort avec le territoire et la notion de dialogue entre les vivants et les morts, entre le passé et le présent, entre l'histoire et l'actualité, et finalement entre un héritage vivant et l'écriture de notre destin, qu'il soit personnel ou collectif. Depuis l'aube de l'humanité, l'énigme de la mort a hanté l'esprit des vivants. Comprendre ce dialogue entre les vivants et les morts qui anime toutes les cultures, les religions et bien entendu la littérature du monde entier, c'est comme se rassurer dans la recherche de réponses aux questions sur les frontières de l'existence. Dialoguer avec les morts, c'est pour nous une forme de survie intérieure qui nous assure de rester dans la vie. C'est dépasser nos propres angoisses sur la mort et sur l'au-delà. Qu'il s'agisse de rituels, de croyances religieuses, de superstitions, de littérature ou de technologies modernes, cette quête de connexion avec les morts, avec leur histoire, avec leurs pensées, témoigne de notre désir profond de transcender les limites de l'existence et de chercher un sens à notre vie. La richesse culturelle, historique, je dirais même géographique de notre territoire, du nord au sud, du Loir au Cher, appelle cette conversation entre les vivants et les morts. Ces hommes et ces femmes célèbres qui ont marqué notre région et pour certains notre nation semblent nous interpeller pour nous féliciter ou nous sermonner pour nous observer et peut-être même, qui sait, nous protéger. Il serait trop long de faire la liste des Loiret-Chériens célèbres et cet inventaire serait de toute façon incomplet. Qu'ils aient vécu chez nous, livré des batailles, qu'ils soient bâtisseurs ou simples voyageurs, ils ont tous un point commun, ce sont des morts qui parlent encore aujourd'hui aux vivants. Oui, l'histoire de France est aussi écrite en Loir-et-Cher. Nous sommes fiers d'être les témoins vivants de ces morts qui ont foulé par le passé notre terre. Ils sont morts, et pourtant ce sont eux qui font vivre notre histoire locale et plus largement notre histoire nationale. Ces hommes et ces femmes, nous en sommes parfois fiers, très fiers, comme à Chambord, mais parfois aussi honteux, comme à Montoire-sur-Loire. C'est notre histoire et c'est notre devoir de l'assumer. Car dialoguer avec les morts anonymes ou célèbres, c'est découvrir d'où nous venons, c'est savoir qui nous sommes et c'est le moyen de tracer un chemin vers notre avenir. Ici, en Loir-et-Cher, comme dans une pièce de théâtre, le dialogue entre les morts et les vivants s'exprime par ses acteurs. Jeanne d'Arc, les Templiers, Louis XII, François Pommier, Léonard de Vinci, Pierre de Ronsard, Denis Papin, Augustin Thierry et tant d'autres. Le théâtre a ses scénarios ponctués de récits incroyables, de festins somptueux, d'intrigues politiques, de guerres, de bombardements, de paix, de mariages royaux, de révolutions, d'assassinats, de batailles, d'amour et de trahison. Et enfin, le théâtre a ses décors, qui sont chez nous en Loir-et-Cher des pierres qui parlent dans des lieux époustouflants chargés d'histoire. Comme l'historien vivant tente de comprendre les morts à partir de ce qu'ils ont laissé, arrêtons-nous sur quelques décors qui, en Loir-et-Cher, font parler les morts. Le décor de Noviodunum, en Sologne, cette forteresse aujourd'hui disparue, qui a joué un rôle stratégique dans la défense de la Gaule contre l'expansion romaine et qui est tombé aux mains des Romains en 52 avant Jésus-Christ, à l'issue d'une grande bataille entre Jules César et Vercingétorix. Le décor du château de Chambord est à lui seul une œuvre gigantesque qui fait parler Léonard de Vinci et François Ier. Les pierres de tuffeau semblent murmurer les voix des rois et des courtisans qui ont vécu entre ces murs, laissant leurs empreintes dans chaque pièce, chaque couloir, escalier ou jardin. Le décor du château royal de Blois, où le 23 décembre 1588, le duc Henri de Guise, tombant dans un guet-apens, est assassiné sur l'ordre d'Henri III qui l'avait convoqué. Au-delà des lieux emblématiques, notre vie quotidienne est rythmée par cette référence aux morts.
Le très célèbre architecte Jacques Gabriel aura marqué de Blois par de multiples réalisations, dont bien entendu la conception de sa construction de ce pont magistral qui enjambe la Loire, encadré par le pont Charles de Gaulle et le pont François Mitterrand, comme un clin d'œil à l'histoire pour ces deux anciens présidents rivaux. Soulignons que Valéry Giscard d'Estaing aura lui fait le choix du calme rural au nord de notre département pour faire sa dernière demeure. Ces ponts baptisés comme les boulevards, les places, les rues, mais aussi les bâtiments, les écoles, les salles ou encore les villages ou les quartiers sont autant de rappels qui transforment les personnages historiques en individus contemporains, presque familiers pour nous, vivants. La présence des églises symbolise pour les croyants le passage de la terre vers le ciel, du baptême à l'enterrement, de la naissance à la mort. Ces monuments remarquables sont des lieux où le fidèle mortel dialogue par la prière avec les morts qu'il croit ressuscités. Une patrie se compose des morts qui l'ont fondée, aussi bien des vivants qui la continuent. Cette pensée d'Ernest Renan exprime la perspective sur ce qui constitue une nation ou une patrie et souligne l'importance de la continuité historique et culturelle entre les générations passées, présentes et futures. Naturellement, les monuments aux morts présents dans chacun de nos villages sont les témoins silencieux de l'histoire. Ce sont des vestiges immuables rappelant les sacrifices consentis par les générations passées. Ces pierres qui saignent racontent la souffrance individuelle et le sacrifice collectif. Elles constituent le lien puissant entre les vivants et les morts. C'est au final notre mémoire collective, notre devoir de souvenir, notre reconnaissance pour une réconciliation. Ces lieux de mémoire rappellent aux vivants la dette morale de la liberté dont ils jouissent aujourd'hui, résultat des sacrifices consentis par ceux qui sont tombés pour nous. On doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité. Voltaire exprime une idée fondamentale concernant la manière dont nous devons interréagir avec les personnes vivantes et traiter le passé. On ne peut pas s'affranchir des morts comme on ne peut pas réécrire l'histoire. On ne peut pas détruire les monuments historiques comme on ne peut pas déboulonner toutes les statues. Tout au contraire, il faut s'enrichir des événements marquants et des personnalités qui ont contribué à façonner notre histoire. C'est un lien tangible avec notre passé. Il ne faut surtout pas priver les générations futures de l'opportunité d'apprendre et de réfléchir sur les erreurs du passé et sur les triomphes qui ont jalonné notre récit national, au risque de tout faire oublier, les héros comme les bourreaux. Les morts ne doivent jamais être un poids pour les vivants, mais bien au contraire une force, parce qu'ils éveillent la conscience et l'intelligence. Comme le dit Paul Nizan, savoir ce qu'on sera, c'est vivre comme les morts. Voilà de quoi nous faire réfléchir sur notre avenir et sur la manière dont cela affecte notre vie présente et dont celle des générations futures. C'est toute la question de l'héritage. En ce sens, l'amélioration de la qualité de la vie est une marque de respect pour les générations passées. La conscience que nous serons de futurs morts est un rappel puissant à notre grande responsabilité envers les générations futures. L'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement ne sont pas simplement des questions politiques ou économiques, ce sont des fondements essentiels de notre patrimoine commun. La conscience de notre mortalité nous pousse à reconsidérer notre rapport à la nature, non pas seulement pour protéger la planète, mais bien aussi pour assurer un avenir durable aux vivants, tout en préservant notre histoire et notre identité, tout en restant conscient que la vie ne les figera pas dans un présent immuable. L'aménagement du territoire joue un rôle primordial dans cette démarche. Les choix que nous faisons en matière d'urbanisme, d'agriculture durable, de transport et de développement ont un impact durable sur la qualité de vie de nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Rassurons-nous, on parle toujours mieux des vivants une fois qu'ils sont morts, mais cela ne nous exonère pas de notre responsabilité. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, dit-on. Aussi serons-nous des exemples pour les vivants de demain. La transmission du savoir par l'éducation nous rappelle l'importance du lien entre les générations, car nous sommes les maillons d'une chaîne reliant le passé et l'avenir. Notre devoir inclut non seulement la protection de l'environnement, mais aussi la préservation et la transmission de la culture, de l'histoire, de la littérature et des traditions qui constituent nos racines, notre héritage intellectuel, philosophique ou spirituel. Nous partageons tous une certitude absolue. Nous allons rejoindre les morts.
sans jamais connaître ni le jour ni l'heure. Certains d'entre nous y verront un aboutissement, d'autres un commencement. À l'heure où la réalité de la vie peut être augmentée et la mort peut être donnée virtuellement, saurons-nous encore chérir les vivants et respecter les morts? En attendant, la raison nous invite à vivre heureux sans avoir peur de la mort, à faire collectivement les bons choix pour vivre en société, à toujours respecter les morts et protéger les vivants. Mais serons-nous toujours prêts à respecter la mort et protéger la vie? Je vous souhaite à tous un excellent festival. Merci pour votre attention. Il faut régler la profondeur. Monsieur le ministre, cher Marc Fesneau, qui nous fait le plaisir de sa présence ce matin ici à Blois, monsieur le préfet, madame et messieurs les parlementaires, monsieur le recteur, Jacqueline Gouraud, chère Jacqueline Gouraud, monsieur le président du département qui vient de s'exprimer, monsieur le maire, cher Marc, monsieur le président de l'agglomération, cher Christophe, chers collègues élus, cher Jean-Noël Jeanneney, chers membres du Conseil scientifique, cher Francis Chevrier, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les amateurs d'histoire, mesdames et messieurs les chercheurs, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers amis, quel bonheur de se retrouver à nouveau ici à Blois en ce début d'automne. Quel bonheur que la perspective de cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'Histoire, avec vous les historiens, pour ce partage unique de l'histoire, ce partage unique de notre culture, pour ce moment particulier qui fait se rencontrer nos curiosités et cet émerveillement permanent que vous, les historiens, vous nous apportez. Quel bonheur d'être en ce moment-ci dans une aventure intellectuelle si joyeuse et si fertile. Quel bonheur de partager ce moment singulier ici à Blois et ici en Centre-Val de Loire, une ville, une région qui font si bien résonner notre histoire. Quel bonheur de ressentir que ces rendez-vous de l'histoire emportent avec eux un salon du livre, le plus vaste salon du livre qui fait s'exprimer, se rencontrer les chercheurs, les historiens, les écrivains et tant de lecteurs. Quel bonheur de savoir que ce salon, que ces rendez-vous emportent avec eux un cycle cinéma totalement remarquable, un cycle économique de plus en plus apprécié. Et permettez-moi juste ce moment de publicité pour un autre événement dans lequel Blois prendra toute sa place. C'est celui qui viendra la dernière semaine d'octobre et la première semaine de novembre avec un autre festival, le premier festival Archipel. Archipel, c'est très simplement une relation particulière que nous nouons pour plusieurs années avec le Centre Pompidou et qui fera que nos maisons d'écrivains, nos ateliers d'artistes, nos châteaux, nos villes, nos musées seront dans ce moment-là dans un accueil renforcé des œuvres qui sont aujourd'hui à Pompidou pour que nous soyons, nous, dans cette région d'histoire, d'architecture, aussi dans un moment de création. Vous avez choisi, mesdames et messieurs les membres du Conseil scientifique, un thème qui est très particulier. Parfois, les thèmes qui viennent au rendez-vous de l'histoire sont des thèmes que l'on considère comme attendus. Celui-ci, lorsque je l'ai appris, m'a plutôt interpellé en me disant, finalement, où est le sujet, où est l'angle? Et puis le temps a fait son œuvre et en effet, ce thème
du rapport entre les vivants et les morts, ce thème-là rythme tellement de choses. Il rythme à l'évidence notre représentation de la société. Il rythme à l'évidence la construction de nos identités et de nos consciences. Il est au cœur de notre vie psychique. Ce thème, c'est aussi dans l'histoire, celui des représentations symboliques, du rapport de l'homme à sa finitude, du rapport de l'homme à toutes les représentations qui sont les représentations spirituelles, les représentations religieuses. Immense thème donc que celui que vous avez choisi et que les rendez-vous, les interventions, les colloques, les échanges permettront d'éclairer. Permettez-moi très rapidement quelques évocations plus personnelles. Les vivants et les morts, l'activité de l'humanité, elle est à la fois de conjurer la mort face à l'insécurité, à la précarité menaçante, conjurer la mort face aux destructions opérées par la nature, aux menaces portées par la nature, conjurer la mort face à la maladie, conjurer la mort face à la guerre. Mais en même temps, ce mouvement de la mort qui pèse sur la conscience des vivants, c'est celui qui utilise la mort comme un moyen pour les vivants. Semer la mort de l'individu, la mort de l'ennemi, la mort des groupes humains dont l'identité ou la manière de vivre est considérée comme menaçante, la mort comme arme pour assouvir la suprématie de sa propre vie, de sa propre conscience contre les autres. Oui, à la fois, conjurer la mort, mais semer la mort. Conjurer la mort et semer la mort, et cette relation qui est une relation permanente. La mort, c'est à la fois le destin commun de chaque être vivant. La mort pèse en permanence sur la conscience des vivants et façonne leur vie. La mort habite l'univers des vivants. Ce sont les cérémonies, ce sont les lieux de mémoire, ce sont les rites, ce sont les cimetières. C'est la tombe du soldat inconnu. La mort se place dans la société comme si elle devait donner le sens fondamental des choix que nous opérons. Et il y a des mots pour le dire. Mort pour la France, mort tragique, une belle mort. C'est aussi son spectre qui forge nos consciences individuelles et collectives. Le choix de la paix parce que la mort, c'est le cortège funeste et monstrueux de la souffrance. Et nous pensons bien évidemment aujourd'hui, avec cette information à nouveau terrible ce matin, ce qui se passe, 51 morts en Ukraine, nous pensons à cela. La mort, c'est aussi le choix du respect de l'autre, le choix de son droit à vivre. Et nous pensons à ces indifférences manifestées face à ces bateaux de la mort qui livrent à la mer chaque jour, chaque mois, chaque année, des centaines et des milliers d'êtres humains que les vivants ne font pas le choix d'accueillir. La mort, c'est aussi dans nos consciences le choix du progrès, le choix de la science, le choix de la médecine pour retarder le moment de la mort. C'est aujourd'hui un défi considérable. Regardons ensemble comment, face aux journaux du 20h, dans cette première période du Covid, lorsque nous voyons les convois de cercueils, nous frissonnions face à la mort lorsque la médecine était impuissante à la prévenir. Alors oui, vous avez choisi un thème qui trouve 1000 illustrations
dans notre histoire, mais un thème qui est tellement fondamental pour nos consciences, tellement fondamental si nous acceptons de le travailler et de le regarder pour toujours plus d'humanisme dans nos sociétés, que aujourd'hui je considère que vous avez choisi, mesdames et messieurs les membres du Conseil scientifique, un thème fertile, un thème ô combien nécessaire. C'est à travers cela que nous devons organiser nos vies, organiser nos sociétés, faire les choix politiques considérables dans cette période. Oui, et je terminerai par cela, n'est-ce pas, dans ce regard sur la mort, à travers ce regard sur la mort, que tout d'un coup se lève partout dans les pays développés, partout sur la planète, cette conscience que notre rapport à l'environnement pourrait être, s'il n'était pas maîtrisé, non pas le chemin de la vie, mais le chemin de la mort. Oui, vous avez choisi un terme merveilleux. Alors, je souhaite au rendez-vous de l'histoire 2023 un avenir fertile. Merci de votre attention. Oula, c'est impressionnant. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, madame Jacqueline Gouraud, membre du Conseil constitutionnel, monsieur le préfet, quand on est là, on ne voit plus personne, hein. Monsieur le président de la région Centre-Val de Loire, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, monsieur le président de l'agglomération, madame la directrice académique des services de l'éducation nationale, madame la directrice régionale des affaires culturelles, monsieur le directeur du Centre national du livre, et évidemment, monsieur le président du conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire, monsieur le directeur des rendez-vous de l'histoire. C'est impressionnant pour le scientifique que je suis d'être devant une assemblée d'historiens, brillants historiens, d'être ici parmi vous pour ces rendez-vous de l'histoire. Dès le début, en 1998, ces rendez-vous de l'histoire se sont placés au carrefour de la recherche, et j'y reviendrai, monsieur le directeur, de l'enseignement et de la rencontre de tous les publics. Ils sont un lieu d'échange particulièrement précieux à l'heure où l'intelligence artificielle est sollicitée pour écrire des ouvrages historiques ou des articles de presse, à l'heure des fake news, des vérités alternatives, à l'heure où ces fausses vérités occupent une part trop importante de l'espace médiatique. Très vite, la programmation s'est accompagnée d'une véritable offre pédagogique à destination des enseignants d'histoire et géographie, mais pas que, et j'y insiste, à destination de toutes les disciplines. À destination de nos enseignants, de l'académie, des professeurs formateurs venus aussi de l'ensemble de la France, les rendez-vous de l'histoire comptant parmi les grandes manifestations du plan national de formation. Cette manifestation est également inscrite au plan de formation de l'INSPE, notre institut de formation des professeurs, et aussi de tous les étudiants en master, MEF, premier et second degré, ainsi qu'au plan académique de formation. Cette année encore, près de 200 professeurs d'histoire-géographie sont inscrits pour la première journée du jeudi, 500 pour la journée du vendredi. Et le public scolaire n'est pas oublié. Une offre spécifique est ainsi proposée chaque année aux élèves des collèges, des lycées, de tous les scolaires, en particulier autour des expositions, du Salon du livre jeunesse et de la programmation cinéma. Des propositions de web radio concernent également les lycéens de l'académie
permettant à des élèves de rencontrer des historiens. Les rendez-vous de l'histoire sont également à l'origine de la création du prix des lycéens du livre d'histoire, qui a depuis l'année dernière une déclinaison académique. Il fonctionne un peu sur le modèle du Goncourt des lycéens et permet aux élèves participants, outre de découvrir des ouvrages d'histoire, d'échanger avec les historiens qui les ont écrits. Et enfin, pour la deuxième année consécutive, et merci aux organisateurs, les rendez-vous de l'histoire s'ouvrent à de nouvelles formes de transmission, comme les jeux vidéo, avec en particulier une game jam, qui transforme les thèses de doctorat en jeux vidéo. Voilà, monsieur le directeur, encore un lien avec la recherche que je ne manquerai pas de rappeler à madame la ministre. Cette année encore, le thème choisi pour les rendez-vous de l'histoire fait écho à l'actualité. Que l'on pense à la question de la mémoire, au débat sur la fin de vie et plus généralement au lien entre les vivants et les morts. Quand on arrive après de ces brillants orateurs et quand on est précédé par un historien comme vous, Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et évidemment tout ça sera bien complété. Et ce thème entre aussi en résonance avec les programmes d'histoire de l'enseignement secondaire. Ainsi, la partie recherche et enseignement abordera la façon d'honorer les morts dans l'Antiquité méditerranéenne, avec la mort sur le Styx, les liens entre les vivants et les morts dans l'espace public dans l'Occident médiéval, les visages de ceux qui tombent pendant les massacres de la Saint-Barthélemy, les morts à la guerre en Europe, de la guerre froide à la guerre en Ukraine. Vous venez d'en parler, Monsieur le Président. L'étude des sépultures, des rites funéraires et des cimetières nous apprend autant sur les morts que sur les vivants. Et nous apprend aussi sur les rapports qu'ils entretiennent, ces vivants, avec les morts. L'histoire, nous dit Michel de Certeau, a pour fonction de calmer les morts qui hantent encore le présent. Ces morts, pour nous, on a donné beaucoup d'exemples, mais je voudrais m'arrêter sur celui des grandes figures qui ont fait l'éducation, pour évidemment éclairer les citoyens sur leur vie, pour, on dirait aujourd'hui, élever le niveau, viser l'excellence, demander plus d'exigences pour nos élèves, mais aussi plus d'exigences, plus de respect pour nos enseignants, pour nos professeurs. Être exigeant avec nos élèves, et on aura l'occasion de le redire, c'est aussi les respecter, croire en eux, croire en leur potentiel, car ces élèves, ils seront les ambassadeurs, ils seront nos héritiers, évidemment. Mais ces grandes figures de l'éducation qui éclairent nos vies, ils ont été aussi, au cours de l'histoire, ces figures qui ont préparé les guerres. On pense à Jules Ferry, évidemment, ou à d'autres, à qui l'on doit, évidemment, l'école gratuite, laïque, obligatoire, mais qui, à l'époque, ne la voulait pas mixte et qui ne voulait pas remettre non plus en cause la scolarisation distincte selon le milieu social qui, malgré quelques évolutions, perdurera pour l'essentiel jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. C'est une fierté aujourd'hui que l'école nous permette aussi de faire nation, et je sais que nous avons encore des progrès à faire. Cette école de Jules Ferry, c'était aussi une école pour préparer la guerre, une école pour préparer les Français, pour relever le défi de la concurrence avec les Allemands. C'était aussi une école pour préparer les Français aux guerres coloniales, les vivants et les morts. Et je voudrais aussi penser à d'autres figures. Et puisque nous sommes ici en région Centre-Val de Loire, évidemment à celle de Jean Zay,
qui pensait une recherche d'excellence, Jean Zay, le créateur du CNRS, troisième clin d'œil, monsieur le directeur, ça en fait des arguments pour madame la ministre, qui pensait une recherche d'excellence, une large alliance éducative de la culture au sport, une école de la fraternité, on dirait aujourd'hui une école de la confiance. Mais la guerre, les milices, la mort ont stoppé son projet. Et en honorant les vivants, en honorant les morts, nous nous engageons à préserver notre histoire, à en tirer des leçons, à construire un avenir meilleur. Et comme l'a dit Kierkegaard, la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle ne peut être vécue qu'en regardant en avant. Ensemble, en nous inspirant des enseignements du passé, nous pouvons créer un avenir où les vivants et les morts coexistent harmonieusement dans la mémoire collective de notre humanité, en embrassant notre histoire et en célébrant la vie. Nous pouvons tracer un chemin vers un avenir, et malgré tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, vers un avenir plus lumineux pour nous-mêmes et pour les générations futures que nous formons. Et puisque nous parlons éducation, et comme un dernier clin d'œil à la recherche, et je vous le dis, évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche sera associé l'an prochain, il redeviendra le partenaire évident qu'il doit être. Et pour revenir sur la recherche, permettez-moi de conclure en nous arrêtant sur les derniers prix Nobel, qui nous rappellent l'intrication entre le vivant et l'inerte, entre le vivant et ce qu'on pourrait considérer comme non-vivant. Très difficile de voir la différence. Avec les espoirs et les craintes, par exemple autour de l'ARN messager, avec les prix Nobel de médecine et de physiologie attribués à Katalin Karikó et Drew Weissman pour avoir contribué, vous le savez tous, au développement des vaccins contre la Covid notamment. Les vivants pour qu'il y ait moins de morts. Et arrêtons-nous aussi aux découvertes en physique de Pierre Agostini, Anne Lullier, deux exemples de réussite de notre système éducatif français, souvent décrié, souvent trop décrié, et de Ferenc Krauss. Nous sommes là au niveau de l'atome. Désolé pour les non-spécialistes, à ce niveau où seule l'expérience permet de savoir si le fameux chat de Schrödinger enfermé dans une cage est bombardé d'un atome issu d'un corps radioactif, où seule l'observation permettra in fine de décider si le chat est mort ou vivant. Eh bien, ces trois prix Nobel nous ont donné de nouveaux outils pour explorer les particules à une échelle infime du temps, l'attoseconde, 10 puissance moins 18 secondes, à une échelle où l'on peut voir se réorganiser les électrons à l'intérieur des atomes et des molécules. Le temps raccourci, le temps où l'on voit danser les électrons. Raccourcir, arrêter le temps. N'est-ce pas ce que tous les êtres humains vivants peuvent un jour souhaiter pour éloigner cette mort inévitable? Mais plus prosaïquement, se donner du temps, ce petit temps, mais ce temps nécessaire pour observer finement ce qui nous entoure, n'est-ce pas ce à quoi nous devons tous nous employer? Ménager des espaces de réflexion, d'échange, des bulles temporelles pour permettre de mieux comprendre le monde. C'est bien sûr ce à quoi contribuent ces rendez-vous de l'histoire pour les historiens, pour tous les enseignants, pour tous les élèves, pour tous les publics. Et c'est pour toutes ces raisons que je souhaite et que nous souhaitons évidemment une longue vie au rendez-vous de l'histoire.
Monsieur le préfet, monsieur le recteur d'académie, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la ministre, désormais membre du Conseil constitutionnel, chère Jacqueline, monsieur le président du Conseil régional, monsieur le président du Conseil départemental, monsieur le maire, monsieur le président d'Aglopolis, monsieur le président du Conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, que tout le monde a impatience à entendre et je sens que mon exercice est d'autant plus compliqué. Monsieur le directeur, cher Francis Chevrier, message bien passé, mais je crois que le recteur a dit ce qu'il fallait. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici ce matin et je voulais juste vous dire le plaisir qui est une nouvelle fois le mien d'être parmi vous pour ces 26e rendez-vous de l'histoire et pour leur ouverture. C'est un moment qui est souvent présenté, je trouve, à juste titre, sans être trop cocardier ou chauvin du département, comme le plus grand festival des idées de France, et je crois que c'est la vérité. Il s'agit d'un moment privilégié de foisonnement et d'échanges intellectuels à la confluence des sciences, des disciplines et des arts. Un événement unique, enfin, par sa capacité à offrir au grand public et aux spécialistes des débats et des rencontres qui permettent d'élargir la focale et de s'imprégner, de s'enrichir de tout ce qui a vocation à mieux nous faire comprendre le monde qui nous entoure et ce que nous sommes. À cet égard, il y a au cœur du thème qui nous réunit pour ces 26e rendez-vous les vivants et les morts. L'évocation de ce lien qui pourrait définir, depuis la naissance des civilisations, l'homme dans toute sa profondeur et sa complexité, dans son mystère aussi, être appelé et s'interroger sur une expérience incommunicable et singulière, parce qu'elle est à chaque fois le début et la fin d'un être unique, et pourtant une expérience qui structure nos sociétés collectivement, parce qu'elle est éminemment universelle. Et les traits d'union entre ces deux dimensions, en apparence irréconciliables, sont sans doute la mémoire des vivants, qui permet de faire vivre celle des morts, la capacité unique de l'homme aussi à situer son époque et sa propre existence à l'échelle d'une histoire dont l'humanité n'est qu'une part, et à pouvoir dépasser sa condition de mortel par le génie de la création, par le miracle de la transmission, et donc à penser son histoire. Il s'agit d'un thème qui appelle d'abord, je crois, à l'humilité et au doute, naturellement, et je sais que vous en avez tous particulièrement conscience, vous qui êtes par vocation, et par la vocation éducative ou intellectuelle que vous avez embrassée, ceux qui éclairent la relation entre le passé et le présent, ceux qui expliquent ce que le monde des vivants doit aux morts, et ceux qui contribuent à faire vivre l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Je voudrais, comme membre du gouvernement, saluer ce rôle essentiel que vous assumez, parfois difficilement, en particulier auprès des jeunes générations, mais aussi partager avec vous, et très rapidement, rassurez-vous, quelques réflexions. Peut-être vous dire en tout premier lieu, comme ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ce que les débats sur l'avenir de notre agriculture disent, selon moi, de ce lien entre les vivants et les morts. Parce que j'ai la conviction que le lien distendu ou effacé entre la société et les femmes et les hommes qui produisent pour nous nourrir est en partie lié au fait qu'en parallèle, une partie de la société semble de plus en plus ignorante des réalités des cycles naturels, du rapport à la vie et à la mort, et étrangère à la question de la place spécifique de l'humanité dans le vivant. Or, l'agriculture nous parle parfois en creux, mais parfois de manière évidente, de tout cela. D'abord parce qu'elle est une activité multiséculaire qui s'est toujours distinguée par la transmission et la réinvention de pratiques, et qu'elle est par conséquent au cœur même de ce lien entre les morts et les vivants. Ensuite, parce qu'elle replace l'homme et ses besoins premiers sur l'échelle de temps des cycles du vivant, en lui donnant la responsabilité immense d'utiliser tout en préservant les ressources qui nous sont offertes. De ce point de vue, l'agriculture est l'une des illustrations les plus parfaites, la plus parfaite, que le temps de l'observation et de la compréhension du vivant est le temps des cycles et le temps long, pas celui de l'immédiateté, et qui ne peut parfois s'appréhender que parce que les morts ont su en dire aux vivants. Songeons ainsi à nos paysages lentement façonnés par l'agriculture ou à nos forêts, dont l'existence ne peut se comprendre qu'à l'échelle de plusieurs vies humaines, à l'échelle des vivants, prenant le relais des morts. Enfin, quelle activité mieux que l'activité agricole met en évidence le nécessaire enchaînement des cycles du vivant, qui passent inévitablement par leur fin, de la graine plantée à la récolte jusqu'aux nouvelles semences. Il y a dans cet éternel recommencement une part de ce lien permanent entre les vivants et les morts. Et il me semble que tout cela dit la nécessité de reconstruire une culture scientifique et du vivant à notre société,
et de lui donner à nouveau goût à ces disciplines essentielles. Il s'agit d'un défi collectif. Je voudrais vous dire aussi que j'aimerais partager avec vous l'idée une plus personnelle, c'est la vue de quelqu'un qui est engagé. J'ai choisi la vie publique comme vous avez choisi, pour beaucoup d'entre vous ici présents, l'enseignement ou la recherche. Et naturellement, nos parcours et nos réalités ne sont pas les mêmes, mais je crois que nous avons en commun la volonté de défendre une vision et une ambition pour notre société. Qu'en dépit des différences de conviction, nous ayons en partage l'idéal de porter au plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens, et nous sommes également lucides quant aux fragilités de nos démocraties et de nos modèles de société. Le thème de ces 26e rendez-vous de l'histoire entre en résonance avec cette préoccupation. Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts, les morts, au contraire, instruisent les vivants, disait Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Et je crois comme vous qu'une société ne peut se construire et penser son avenir collectif qu'en ayant une conscience aiguë de ce qui, depuis des siècles, a participé à les bâtir. Non pas comme une nostalgie, non pas comme un enfermement, mais parce que nous avons, comme citoyens, besoin d'une compréhension la plus juste possible, la plus étayée possible, pour nous saisir des grands défis de notre siècle. Je pense que notre besoin d'histoire est d'autant plus vital que nous devons sans cesse faire face aux injonctions de l'instantanéité, aux excès de l'individualisme à tout crin, aux extrémismes de toute nature, à ceux qui nous confrontent aux fake news ou aux tentatives d'instrumentalisation du passé. Nous avons besoin de pouvoir porter un regard lucide, objectif et exigeant qui caractérise ces rendez-vous de l'histoire pour que la société tienne, pour que les fondamentaux qui nous ont été transmis par ceux qui nous ont précédés perdurent. Pour cela, nous devons à celles et ceux morts qui nous éclairent, nous, vivants, de les faire vivre dans nos esprits, de continuer à célébrer l'actualité ou la modernité de leurs œuvres artistiques, de louer leur importance et l'importance de leurs découvertes, à la hauteur de leurs réflexions philosophiques ou les sacrifices qu'ils ont consentis pour nos libertés et pour nos droits. Et je voudrais juste finir par une citation de John Donne, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui disait « Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi, tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Ainsi, la mort de tout homme me diminue parce que j'appartiens au genre humain. Aussi, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, c'est pour toi qu'il sonne. Message des morts aux vivants, message des vivants aux vivants, et formidable message qui nous renvoie à notre humanité. Bon rendez-vous de l'histoire. Eh bien, je voudrais d'entrée de jeu vous rassurer, cette édition ne sera pas funèbre. Nous ne laisserons pas la Camarde voler au-dessus de nous avec des ombres sinistres. Non, non. Nous tiendrons en main une conviction, c'est que Auguste Comte n'avait pas raison. On a fait beaucoup de citations, voici la mienne. Il disait les morts gouvernent les vivants. Eh bien, je voudrais vous proposer comme épigraphe cette année, pour l'ensemble de nos travaux, exactement le contraire. Les vivants gouvernent les morts. Les vivants gouvernent les morts en dépit de toutes les fatalités, bien sûr, qui planent au-dessus de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Il nous revient de parler de vitalité. De vitalité, c'est cela dont il s'agit. Alors je sais bien qu'il y a une part de hasard à laquelle nous n'échappons jamais. Sa Majesté le hasard, disait Voltaire. Auguste Comte, Voltaire, il y en aura peut-être encore un ou deux. Et Sa Majesté le hasard. On a fait des livres consacrés aux morts absurdes. Je pourrais y consacrer toute une conférence, la rencontre entre la contingence et les destins des uns et des autres. Mais vous savez tous l'histoire d'Échille, bien sûr. Vous savez tous que quand un aigle s'empare d'une tortue et qu'il en aime beaucoup la chair, il est contraint de briser la coquille qui empêche de la consommer et que pour cette raison, il la laisse tomber de haut sur un rocher. Échille se promenait, il était chauve, l'aigle s'est trompé, Échille est mort. Je voudrais marquer sans tarder que
en dépit de ces quelques exemples, il nous revient, nous autres vivants, de tenir en main notre destin, et que nous y réussissons souvent. Parce qu'après tout, nous sommes là et les morts n'y sont plus. Alors, quelquefois, évidemment, ils ressurgissent. Je sais bien qu'il peut y avoir des fantômes. Un certain nombre d'historiens récemment s'en sont préoccupés. Ils ont dû être inspirés par Robert Houdin, tout proche. Victor Hugo croyait que les tables tournantes permettaient de les entendre. Je ne néglige pas cet aspect des choses, mais il me paraît quand même quelque peu marginal. Nous n'allons pas être sombres, mais nous n'allons pas être joyeux, bien sûr, puisque l'histoire étant un long fleuve sanglant, nous allons avoir à affronter les crimes, les douleurs, les malheurs, les brutalités, les chagrins. Nous ne les négligerons pas. Nous ne les négligerons pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous mettrons, en tout cas j'en fais le pari, nous mettrons la liberté au centre de nos réflexions. Et c'est pourquoi, l'an dernier, je vous en fais la confidence, nous avons renoncé à notre première idée. Il est vrai que je me voyais mal dans notre cérémonie du dimanche soir annoncer cela tout de go. Nous avions d'abord pensé tout simplement à la mort. La mort, imaginez, ce serait claqué d'une certaine façon. Les vivants et les morts nous paraissaient en vérité mieux venus. Pour la raison que je vous dis, c'est-à-dire que nous sommes d'abord décidés à la liberté. La liberté, d'abord, dans la manière d'affronter la mort. Nous allons trouver cela au fil de toutes nos rencontres, de tous nos débats, la manière de refuser, non pas la fatalité, mais de refuser de se soumettre, en somme, à elle, à cette mort. Et il y a bien des façons de développer ce que, dans les périodes classiques, on appelait une mort héroïque, une mort héroïque. Réussir sa mort. Voilà un défi auquel nous sommes tous plus ou moins affrontés. Il y a une première façon, bien sûr, c'est ce recul sans prix, qui est l'humour devant la fusillade, la maladie, la guillotine, l'humour. L'humour, on ne se lasse pas de relever, je pourrais les multiplier, mais les exemples de ce type, j'en vois deux qui m'ont toujours frappé. Vous vous rappelez Lassner, le brigand montant à l'échafaud un lundi matin et disant « voilà une semaine qui commence mal ». Ou encore Malesherbes marchant vers la guillotine, butant sur un pavé et observant mauvais présage. Les Romains auraient dit « rentrez chez vous ». Tout cela, bien sûr, est important, mais oui, c'est même plus qu'important. Je crois que c'est une forme essentielle, une manière essentielle de dominer ces moments-là. Mais enfin, bien sûr, nous aurons, à travers toutes nos rencontres, à évoquer beaucoup d'autres morts. Nous aurons évoqué la mort qui met face à face dans la bataille, en face des fusils ennemis. Nous aurons à considérer ces personnages, sans être grandiloquents, mais nous leur devons cette mémoire. Les personnages qui ont, à un moment donné, décidé de tout donner pour servir une communauté, une patrie. Et on pourrait multiplier les exemples, mais à Paris se jouxte la rue Joseph Barra et la rue du Chevalier d'Assas. Voilà deux exemples de cas de ces personnages où, au fond, d'une certaine façon, dans leur mort, se ramasse l'essentiel de leur vie, comme si c'était un choix final qui colorait rétrospectivement tout ce qu'ils avaient été. Et cela explique aussi pourquoi, probablement, ils figurent dans nos manuels scolaires d'une façon didactique, depuis le Petit Lavis jusqu'à des ouvrages plus récents. Ces moments essentiels où on a affronté la mort avec une forme de liberté essentielle. La résignation, parfois, moriturité salutante, ceux qui vont mourir de salut. Mais d'abord, une manière de dire, ma mort peut parler haut et fort, depuis jusqu'au fameux député Baudin, vous savez, le 3 décembre 1851, sur la barricade, disant à un ouvrier qui lui reprochait son indemnité parlementaire, vous allez voir comment on meurt pour 25 francs. Comment on meurt pour 25 francs.
C'est vrai du côté du solennel, c'est vrai aussi parfois du dérisoire, comme si dans certains moments, la fin, pour la mémoire collective, finissait par absorber l'ensemble de la vie antérieure. Je ne citerai pas Félix Faure, mais je citerai, mais on peut bien sûr en citer d'autres. Lorsque vous vous rappelez, le général Boulanger s'est donné la mort sur la tombe de sa maîtresse en Belgique, Clémenceau s'est écrié « Il est mort comme il a vécu en sous-lieutenant ». C'était une manière, me semble-t-il, topique de signifier cela. En vérité, affronter la mort, la regarder en face, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas toucher les cœurs et les esprits. Parfois, sans que ce soit vraiment calculé, on a l'impression que le lieu même de la mort est significatif et parlant. Quand Molière meurt en scène, quand Tabarly est renversé par une voile et se noie, tout cela me paraît dessiner quelque chose comme une géographie symbolique de la mort face à elle-même et face aux autres. Liberté de choisir sa mort, c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, même ce n'est pas la majorité, mais quand cela est possible, quelle aura rétrospective donner à la destinée antérieure. Recevoir la mort, et puis aussi, bien sûr, la question de la donner. Donner sa mort, c'est donner la mort à d'autres, c'est évidemment un sujet de réflexion fondamentale que la philosophie, la religion, toutes les formes de la réflexion de l'homme sur lui-même ont eu à aborder constamment. La question tout simplement de la peine de mort. La peine de mort. Nous avons en parlé beaucoup avec l'ombre de Victor Hugo et de Robert Badinter derrière nous. Nous aurons à réfléchir à ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire que de décider que la société s'arroge le droit, alors qu'elle est toujours relative, de toucher à l'absolu de la mort qu'on donne. Cette question est d'actualité aujourd'hui et l'histoire de la peine de mort sera très présente, comme tous les sujets que j'évoque et comme beaucoup d'autres dans les rencontres qui vont être les nôtres. Et puis, bien sûr, il y a l'immense question de la mort que l'on se donne à soi-même, le suicide, la mort assistée. L'actualité, à cet égard, nous rejoint. Plusieurs débats auront lieu sur la question de la licéité, la légitimité d'un accompagnement suicide assisté, euthanasie de l'homme vers la mort est encore une forme de liberté, de décider que l'on accepte avec l'extraordinaire fragilité de la certitude que cette liberté a été vraiment complète et que c'est un choix définitif. Vous voyez que notre grand sujet n'est pas éloigné de certains soucis contemporains et que celui-là est particulièrement important. Le suicide, d'ailleurs, ça dépasse bien sûr largement la question du suicide assisté. Il y a une grandeur du suicide, il y a un mystère du suicide. Nous ne prétendrons pas, nous ne sommes que des historiens, mais nous sommes des historiens, nous ne prétendrons pas en épuiser l'immense sujet. Le suicide comme acte de courage ou de fuite. Je pense, là encore, nos manuels antérieurs sont très présents toujours dans nos réflexions. Vous vous rappelez ce patricien romain que Claude avait décidé de faire disparaître. Il lui avait envoyé un messager pour lui dire qu'il fallait qu'il se tuât. Il en avait quelque peur, il laissait son couteau à portée de sa main et sa femme magnifiquement, il s'appelait Paetus, sa femme s'est elle-même poignardée et elle a eu le loisir de lui tendre le couteau en lui disant « Paete non dolet », Paetus, ça ne fait pas mal. Voilà un exemple de suicide qui pourrait conduire vers des réflexions assurément prolongées et lointaines. Liberté de subir la mort, liberté de la donner, c'est l'immense question du régicide que nous aurons également à traiter. On en a parlé depuis très longtemps. Chaque fois qu'on a voulu interpréter saint Thomas d'Aquin, on a cherché dans son œuvre des pages pour savoir s'il était légitime ou non, dans certains cas, de vouloir faire des fatwas, comme on l'a dit dans un certain nombre de cas plus précis, contre tel ou tel personnage. On en a beaucoup débattu. Toute la période des guerres de religion, à cet égard, est tout à fait passionnante. La question du régicide qui a perduré jusqu'aujourd'hui, bien sûr.
La question du régicide s'est développée abondamment lorsque, à Rome, on décide de donner beaucoup d'argent à ceux qui tueront Guillaume d'Orange ou Élisabeth, pour avoir Élisabeth Ier. Tout cela signifie beaucoup, et c'est le moment où paraît on peut être un peu anecdotique dans un propos comme le mien, mais c'est une manière d'échapper à une sorte d'abstraction un peu terrifiante que la mort nous propose. Un volume est paru à ce moment-là qui s'appelait « Killing No Murder ». Autrement dit, on peut tuer sans être un meurtrier. Et c'est une réflexion qui s'est prolongée jusque dans notre siècle précédent, puisque une grande partie du procès de Bastien Thierry, qui avait essayé de tuer De Gaulle au Petit Clamart, s'est noué autour de la question de savoir s'il était légitime ou non, si la divinité le permettait, les anciens testaments l'autorisaient, les commandements, de tuer quelqu'un qu'on considérait comme un tyran. C'est une affaire qui touche, là encore, mais nous ne cessons pas de déborder sur les disciplines voisines, qui touchent non seulement l'histoire, mais qui touchent aussi la morale, au sens le plus noble du terme, l'éthique. Vous voyez que, comme toujours, l'histoire, cette année, sera autant faite d'interrogations que de certitudes, mais nous aimons assez cela. Et puis nous allons voir surgir tout ce que la mémoire de la mort, la mémoire des morts impose à nos réflexions. La mémoire immédiate, la mémoire qui s'incarne dans les funérailles, l'histoire des rites entourant la mort immédiate est évidemment un domaine d'infinie observation et d'infinie réflexion. Il faudra voir comment chacun, du haut en bas de l'échelle sociale, peut être accompagné dans ce moment essentiel. Nous aurons à beaucoup nous promener dans les cimetières. Nous aurons à réfléchir à la géographie de l'enfouissement ou de la mort. Nous aurons à réfléchir sur la décision toute récente, je veux dire des dernières décennies, d'une grande fraction de nos contemporains de ne plus être ensevelis, mais d'être incinérés. Voilà qui peut conduire assez loin. Les cimetières de toutes sortes mériteront des voyages. Il y a la question aussi de savoir ce qu'on fait des corps, bien sûr. Est-ce qu'on les embaume? Est-ce qu'on y découpe des reliques? Une excellente historienne, Anne Carroll, récemment, a écrit un livre pour montrer comment on a littéralement découpé Gambetta en morceaux pour pouvoir signifier, et c'était une morale laïque, signifier dans la durée, là où il était, en portant son message. Il y a les reliques, et puis il y a tout autour de la mort telle qu'elle est, un fourmillement d'activités multiples qui mériteront également d'être considérées. La médecine, les rapports de la médecine et de la mort, quel champ immense, du côté de la littérature, du côté du théâtre et du côté de la réalité, l'évolution de Diafoirus jusqu'au plus brillant de ceux qui nous permettent de prolonger notre existence sur cette terre. Les médecins, la médecine sera très présente. Il y aura aussi les croque-morts, bien sûr, cher à Brassens, mais ça, c'est un sujet qui n'est pas non plus sans importance. L'histoire des pompes funèbres pourrait apparaître comme un peu sinistre, contrairement à ce que j'ai dit, mais pas du tout, pas du tout. On peut y trouver presque de la gaieté. Je me rappelle avoir visité en Californie un lieu de mortuaire où une entreprise funèbre très honorable et très bien installée voulait aguicher les clients potentiels. Et il avait publié sur tous les murs cette formule qui m'avait laissé rêveur: « Just die, we'll do the rest ». Vous voyez que c'est à dessein que j'entremêle quelque chose comme de la gaieté à ce propos, précisément au nom de ce que je vous disais en commençant, c'est-à-dire que nous ne serons pas funèbres. Les croque-morts, les médecins, les prêtres aussi, bien sûr, la religion autour de la mort, voilà encore un sujet que nous aurons abondamment à traiter de toutes sortes de façons. Les religions, la manière de le considérer, quelqu'un disait tout à l'heure que ça pouvait apparaître comme un achèvement ou un départ, un aboutissement ou un envol que la mort. Évidemment, la manière dont les religions accompagnent les mourants, c'est un sujet qui dépasse même l'histoire des religions pour toucher à des choses plus profondes. Les religions, et puis il y aura toute la nuée des tabellions, toute la nuée des notaires qui auront beaucoup à nous dire également sur l'ouverture des testaments. Occasion si rare et si précieuse
d'aller sonder les reins et les cœurs dans les familles rassemblées. Vous voyez que c'est une question qui, décidément, nous fait prendre quelques distances par rapport aux morts pour aller vers les vivants. Je vous le disais, vitalité, vitalité, ce sera vraiment la clé de notre rencontre. Et c'est pour ça que nous avons échappé à l'intitulé ramassé que j'évoquais tout à l'heure, les vivants et les morts. Oui, ce que disait Victor Hugo et qui m'a toujours frappé, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'agréerais volontiers cette formule. Rien de grave dans la mort, ce qui est affreux, c'est de ne plus vivre. Eh bien, je gage et je vous garantis que cette année encore, comme d'ordinaire, autour de ce thème magnifique, grâce à votre affection et votre fidélité vraiment inouïe, nous allons être très vivants.